et à tous. Donc nous sommes réunis ce soir dans le cadre des Cafés Histoire. Alors, avant de présenter l'intervenant, je n'ai pas l'intention non plus de parler trop longuement, c'est de présenter rapidement l'association des Cafés Histoire qui existe à peu près depuis une vingtaine d'années. Nous organisons tous les mois des conférences en invitant des universitaires sur des sujets extrêmement variés. Et nos locaux habituels, si j'ose dire, puisque c'est un café histoire, donc nous nous réunissons dans un café, jusque-là c'est logique. Et il s'agit donc du Balbuzard qui est situé près de la place de la République. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette bibliothèque donc Michel Pastoureau, que je vais vous présenter tout aussi rapidement. Alors, Michel Pastoureau est un historien médiéviste. Il est professeur émérite à l'École pratique des hautes études, où il est titulaire de la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Alors, il est historien justement de la symbolique occidentale, mondialement connu pour ses travaux sur l'histoire des couleurs en Occident, puisqu'il a publié grosso modo une soixantaine d'ouvrages. Il a également publié une dizaine d'ouvrages sur les significations de l'héraldique, sur les blasons et sur les animaux. Il est membre de l'Académie internationale d'héraldique et président de la Société française d'héraldique. Alors, je ne vais pas vous infliger toute sa bibliographie parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Je vais simplement mentionner son dernier ouvrage, qui est Une couleur qui ne vient jamais seule, qui a été publié fin 2017 aux éditions du Seuil. Alors, Michel Pastoureau va nous parler des couleurs de mai 68. Alors, Michel Pastoureau, mai 68, rouge, noir, arc-en-ciel, dites-nous tout. Merci. Bonsoir à tous. Donc merci d'être nombreux pour entendre parler des couleurs de mai 68. J'ai un peu l'impression d'être un escroc parce que je ne suis pas historien, ni sociologue, ni politologue, spécialiste du XXe siècle. Je suis médiéviste, latiniste, historien des animaux, historien des couleurs. C'est à ce titre peut-être que l'association m'a demandé de parler des couleurs de mai 68. Donc non pas en spécialiste, même pas en acteur, parce que je n'ai pas vraiment été acteur, j'ai été spectateur. J'avais 20 ans en mai 68, j'étais étudiant au quartier latin, j'étais mince à l'époque, élève en classe préparatoire au lycée Henri IV, qui n'était pas le meilleur lycée de France à cette époque. Il était presque, mais Louis le Grand était passé pour le meilleur lycée de France et Henri IV ne venait qu'en seconde position. Il y avait une guéguerre sympathique entre les deux lycées. Donc j'étais élève en classe préparatoire et mai 68 a éclaté alors que j'allais passer avec mes camarades le concours d'entrée à l'école des Chartes. J'étais de ceux qui étaient furieux parce que j'étais prêt et le concours était reporté. Finalement, il a eu lieu, très sagement d'ailleurs, au mois d'octobre suivant. Donc j'étais dans l'attente de ce concours. Et donc mon champ géographique, si je puis dire, se situait entre le lycée Henri IV, rue Clovis, l'école des Chartes, au cœur de la Sorbonne, c'est la partie centrale de la Sorbonne. C'était parce que l'école des Chartes a déménagé il y a 2 ans. Et puis le Luxembourg, mon jardin. Ma grand-mère habitait à côté du Luxembourg et enfant, j'allais 3 fois par semaine au moins au Luxembourg. Étudiant, donc j'ai gardé, et même vieux monsieur, j'ai gardé cette habitude d'aller le plus souvent possible au Luxembourg, qui pour moi est une sorte de centre du monde. C'était le cas en 68, sagement, comme vous le savez sans doute, le Sénat, qui a la charge du jardin, l'a fermé assez tôt. Donc il n'a pas trop souffert des événements, un peu quand même. Les massifs de fleurs, c'est pas bon d'être massif de fleurs au cœur de la Révolution. Donc j'étais étudiant et j'avais d'autres préoccupations que celles de certains de mes camarades qui étaient très très excités, qui d'ailleurs ont changé
enfin par rapport à l'image que j'avais d'eux, ils sont devenus en mai 68 autres. Sur les barricades, des jeunes gens très sages qu'on n'aurait pas attendus sur les barricades. Donc moi, mes précautions étaient autres. D'une part, j'attendais ce concours qui était important quand même pour moi d'entrer à l'école des Chartes. Deuxièmement, là je vais me vanter un peu, pardonnez-moi, j'attendais le championnat d'échecs des lycées de l'Académie de Paris parce que j'étais le tenant du titre pour le championnat 67 et je sentais bien que j'allais perdre mon titre parce qu'il y avait des concurrents redoutables des scientifiques. Moi je n'étais qu'un littéraire et c'était l'époque où le jeu d'échecs se mathématisait, enfin à mon niveau bien sûr, et les ordinateurs commençaient à faire des dégâts. Donc naturellement le championnat d'échecs des lycées de l'Académie de Paris a été reporté, finalement n'a pas eu lieu cette année-là. Et puis, pour parler franchement, comment dire les choses, enfin, bon, je l'ai dit avec les mots dans mots, j'étais dans un état de chagrin d'amour en mai 68. J'avais 20 ans et quand on a un chagrin d'amour, la révolution en train de se faire, ça ne nous concerne pas. Et même ça semble, le côté festif des autres, quand on est malheureux, ça semble indécent, presque obscène même parfois. Donc, voilà dans quel état j'étais, ce qui peut expliquer que je suis passé à côté. En outre, je n'avais absolument aucun sens politique, j'étais complètement infantile, comme tous mes camarades de classe préparatoire, ou presque, ce qui n'était pas le cas de tous les étudiants, bien sûr. Et puis, quant à mon milieu social, je venais de classe moyenne, mais surtout très très intellectuel et un peu bohème. Et dans ma famille, tout ce que les jeunes réclamaient, du point de vue familial en tout cas, chez moi je l'avais déjà. C'était les femmes qui portaient la culotte, les enfants étaient extrêmement libres, donc je ne comprenais pas qu'on réclame des choses qui existaient déjà, mais je ne me rendais pas compte que dans toutes les familles, ce n'était pas comme chez moi. Voilà. Et j'avais mon oncle, qui était professeur en classe préparatoire au lycée Henri IV, professeur d'histoire, et mon père, qui revivaient leur jeunesse avec les événements, bien plus politisés que moi, et qui sont allés garder le lycée Henri IV contre l'intervention des forces de l'ordre à plusieurs reprises pendant le mois de mai 1968, alors que moi, ça m'était complètement égal que la police entre dans le lycée. J'avais d'autres préoccupations. Mais ça n'était pas le cas donc de la génération qui m'avait précédé. Voilà un peu ce que j'étais en mai 68, le cadre dans lequel j'étais plus ou moins actif. Les couleurs, alors, c'est le vrai sujet. D'ailleurs, s'il fallait dire quelle est la couleur de mai 68, dominante, c'est le gris, bien sûr. Paris était gris à cette époque. On l'a oublié parce qu'on a tendance à projeter sur les années 60 les couleurs des années 70, qui ne sont plus grises. Mais non, la chronologie doit être faite. Et au printemps 68, Paris était encore assez gris, je vais y revenir. Et puis, la mémoire que j'en ai, en tout cas, est grise, et les sources sont grises parce que nous avons très très peu de photographies en couleur. Les photos d'amateurs, de particuliers, c'était encore du noir et blanc, même s'il y avait déjà de la couleur, mais la dominante était en noir et blanc. La presse publiait des photographies en noir et blanc, hein, et c'est ce qu'on voit quand on consulte les journaux de l'époque, quotidiens, hebdomadaires et autres. Et le noir et blanc, comme vous le savez, naturellement, présente des blancs qui ne sont pas vraiment blancs et des noirs qui ne sont pas vraiment noirs, donc tout est gris. Donc la documentation est grise. Et l'un des rares hebdomadaires qui publiait beaucoup de couleurs, Paris Match, déjà en 68, a cessé de paraître assez tôt. Pendant 5 semaines, il n'y a pas eu de Paris Match. Donc, on n'a pas beaucoup d'archives montrant les couleurs de mai 68 quant au spectacle de la rue, aux manifestations, aux barricades, comment les gens étaient habillés. Tout ça est en noir, gris, blanc.
Et Paris était très très gris, donc je crois que l'honnêteté oblige à dire que la vraie couleur de mai 68, c'est le gris. On n'y penserait jamais, hein, on dira bon. C'est un problème, d'ailleurs, je fais une parenthèse, je suis historien, donc j'ai l'habitude de travailler sur des documents en couleur, et pour le médiéviste que je suis, il n'y a pas de problème, toutes les images médiévales, ou presque, sont des images polychromes. L'immense majorité des images modernes sont des images en noir et blanc. Il y a une rupture là considérable à partir de l'apparition, peut-être pas dès l'apparition, mais dans les décennies qui suivent, de l'imprimerie et de la gravure, à l'encre noire sur du papier blanc. Tout ce qui circule sous forme d'image, dans le livre ou sous forme d'estampes, c'est du noir et blanc. Et c'est une rupture culturelle inouïe. En 3 générations, on passe d'images polychromes vers des images en noir et blanc, et ça va durer jusqu'à des dates très avancées. Personne ne parle jamais de ça, mais c'est un problème historique et culturel très très important. Même quand on est historien de l'art, on a pour documentation, jusqu'à ce que la photographie en couleur devienne courante, avec les diapositives, les livres sur papier couché, mais avant on n'a que du noir et blanc. La photographie, bien sûr, depuis le 19e siècle, mais avant même la photographie, la gravure, l'estampe, des images majoritairement en noir et blanc. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, j'ai des collègues, des amis qui sont historiens de l'art, qui aujourd'hui, en 2018, préfèrent encore une documentation en noir et blanc, plutôt qu'une documentation en couleur, alors qu'ils sont historiens de la peinture, mais ils ont l'idée que la couleur, ça triche, ça trompe, ça gêne le regard, ça ne permet pas bien d'étudier le style du peintre, etc. Et si je dis qu'il y a une sorte de stylistique de la couleur qu'il faut étudier, c'est quelque chose qui n'est pas compris. Qu'est-ce que c'est que la stylistique de la couleur? Je referme ma parenthèse. Donc dans l'océan des publications et des archives qui nous ont été conservées, il y a cette archi dominante du noir et blanc. Donc parler des couleurs de mai 68, en historien, en s'appuyant sur les sources, ça n'est pas facile. D'autant que les textes de l'époque ne disent quasiment rien des couleurs. Et n'ayant pas eu de prédécesseur pour parler un peu des couleurs et lui emboîter le pas, j'inaugure, là, en parlant devant vous, des couleurs de mai 68. J'ai un autre problème avec mai 68 en tant qu'historien, et ça m'invite à réfléchir sur mon métier d'historien. Bien souvent, ce que je lis, ce qu'on raconte, Dieu sait si c'est un océan, les publications sur mai 68, ça correspond rarement à ce que j'ai vécu et au contexte général. Quand on lit les meilleurs auteurs, on a l'impression que toute la jeunesse, ou en tout cas que tous les étudiants, sont révoltés, sont actifs. L'honnêteté oblige à dire que sur une classe d'âge, la mienne, mettons, ça concernait 1 à 2% de la classe d'âge. Et sur l'ensemble des étudiants français, peut-être 5%. Mais ça, c'est jamais dit. Ça ne veut pas dire que les autres étaient contre, mais ils étaient indifférents, totalement indifférents. C'était ça, l'immense majorité. Et ça n'est dit nulle part. Ça m'étonne parce que je l'ai vécu comme ça, et quand moi je travaille sur le Moyen-Âge, j'ai le même problème. Je parle de choses concernant le vêtement, les armoiries, les couleurs, la noblesse, les systèmes de valeurs, etc. J'oublie 95% de la population, c'est-à-dire des paysans qui laissent très peu de traces dans les documents. C'est exactement, à peu près le même problème. Il y a toujours un stock énorme de personnes oubliées de l'histoire. Pour mai 68, ce sont les indifférents dont on ne parle, peut-être pas le mot qui convient, mais enfin, ceux qui ne se sentaient pas concernés, dont on ne parle absolument jamais. Paris en mai 68. Alors, le gris est dominant.
les rues sont grises, les immeubles sont gris, les pavés sont très présents, hein, c'est l'objet emblématique de mai 68, donc pavé gris avec des variations de palette, hein, il y a des gris chauds, des gris froids, des gris bruns, des gris violacés, etc. C'est assez beau, mais enfin on est dans la gamme des gris, et dans le spectacle de la rue, qu'est-ce qui est en couleur? Les vêtements, je vais en parler, les voitures, je vais en parler aussi. Les arbres, il y avait plus d'arbres au quartier latin qu'il n'y en a aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont été victimes de mai 68. Un certain nombre ont été abattus. Et dans les années qui ont suivi, les autorités en ont fait couper beaucoup par peur d'événements du même genre. L'arbre étant quelque chose avec lequel on peut faire une barricade. Et plus encore que l'arbre, l'espèce de grille qu'il y avait au sol qui entourait l'arbre, ça a été un objet très souvent arraché du sol et présent sur les barricades, et un objet métallique lourd et relativement dangereux. Les poubelles étaient grises, hein, elles n'étaient pas encore vertes. Aujourd'hui, le vert a pour mission de sauver la planète, mais les poubelles étaient en aluminium ou dans des métaux apparentés, d'un gris relativement clair. Il y en avait beaucoup parce que la grève des éboueurs est arrivée assez tôt, dans mai 68, donc personne ne vidait les poubelles. Donc tout s'est passé dans un environnement de cette nature. En couleur, il y avait les poteaux d'arrêt d'autobus. Le mât était marron, mais en haut, c'était jaune et rouge. Les aînés s'en souviennent parmi vous. Ces poteaux, comme les arrêts de bus aujourd'hui, ont été victimes des manifestations. Toujours assez curieux d'ailleurs, pourquoi on s'en prend aux arrêts d'autobus, qu'on aille prendre d'assaut l'Assemblée nationale et mettre le feu, ça se comprend quand on est manifestant, révolté, insurrectionnel, mais détruire les abris de bus ou les poteaux d'autobus, c'est un mystère. Autobus qui passait assez rarement. Hein. Il faut se souvenir qu'il y a 50 ans, à Paris, il y avait plus de rames de métro. Pourtant, il y en a pas mal aujourd'hui, mais le métro passait tout le temps, d'où ces barrières automatiques qui se fermaient pour pas qu'il y ait trop de foule. Mais l'autobus, lui, sur beaucoup de lignes, il fallait l'attendre longtemps, et en général, il passait complet, et quand il pleuvait, il passait dans la flaque d'eau pour arroser tous ceux qui attendaient le long de la file sur le trottoir. Ça, c'est un souvenir parisien très très fort. L'autobus qui arrive complet. Alors, donc cette dominante grise, surtout sur les immeubles, la loi Malraux de 1960, votée en 1960, obligeait à Paris le ravalement des immeubles tous les 10 ans. Ça aurait dû être appliqué. Ça n'a pas été appliqué. On avait décidé de commencer par les monuments historiques et les bâtiments officiels. Ça avait suscité des tempêtes. Les ravalements allaient abîmer, bien sûr, la pierre, éventuellement les couches de couleurs posées par telle ou telle génération. Il y avait tout un dossier sur la politique Malraux, qui avait beaucoup d'opposants, ce qui fait qu'en 68, ça avait à peine commencé, hein, le ravalement des immeubles, et tout était relativement gris, en tout cas au quartier latin. Par rapport à aujourd'hui, sur les murs, on ne voyait pas beaucoup de tags. Il y avait quelques inscriptions, mais pas beaucoup de tags, peut-être plus d'affiches qu'aujourd'hui, de toutes sortes, publicitaires notamment, mais moins de tags. Et mai 68 a inscrit beaucoup de slogans sur les murs, avec parfois beaucoup d'humour. J'oublierai jamais rue Cujas, sur un immeuble à côté de la Poste, il y avait un 68ard qui avait recopié le vers magnifique de Paul Éluard. Sur les murs, j'ai écrit ton nom, Liberté, et une main anonyme avait rayé Liberté et avait écrit
un nom, ça donnait « Sur les murs, j'ai écrit ton nom, Bébert ». C'était pas mal non plus. Ça aurait plu à Éluard, je suis sûr. Dans la rue, on voyait des voitures, moins nombreuses qu'aujourd'hui. Se garer était moins difficile. Moi, ça m'arrivait d'aller au lycée Henri IV avec la voiture de ma mère, qui était verte, c'était une 4L, et place du Panthéon ou dans les rues alentours, je n'avais pas trop de difficultés. Les cours commençaient à 9h, à 9h moins le quart, je ne faisais pas ça tous les jours, mais trouver une place, c'était encore possible. Et les couleurs des voitures, au printemps 68, étaient plus diversifiées qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore cette mode qui est apparue dans les années 80, dominante noire ou grise. Il n'y avait pas non plus de couleurs violentes. Il y avait du bleu marine, du vert foncé, qu'on appelait vert anglais, des voitures beige et blanches, bleu ciel, vous voyez assez souvent, ça a disparu complètement, des voitures bichromes aussi, qui peut-être sont en train de revenir très timidement. Bref, les voitures introduisaient un peu de couleur que les bâtiments ne donnaient absolument pas. Alors la couleur, elle était sur les vêtements aussi, sur le végétal, le jardin du Luxembourg. Évidemment, quand le Sénat est le gérant, sinon le propriétaire, il a des moyens considérables et les équipes de jardiniers font des merveilles au jardin du Luxembourg avec les parterres de fleurs. C'était déjà le cas en 68. Il y avait beaucoup de cinéma au quartier latin, plus qu'aujourd'hui. Les films en couleur, je ne suis pas historien du cinéma, je pense que ça avait basculé et qu'en 68, les films en couleur étaient devenus plus nombreux que les films en noir et blanc, ce qui n'était pas du tout le cas au début des années 60. Hein. Moi, j'appartiens à une famille où on m'a emmené très tôt au cinéma, j'ai vu enfant beaucoup de films, j'ai eu la chance d'avoir un merveilleux professeur au lycée qui animait le ciné-club, qui m'a donné, sans que je me rende compte, une certaine culture sur l'histoire du cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est un art du noir et blanc. J'ai toujours un peu l'impression que le cinéma en couleur, c'est pas vraiment du cinéma. Il faudrait trouver un autre nom. Mais donc, en 68, c'est parce que je suis vieux, hein, ça avait changé. Je crois que les films en couleur étaient devenus dominants. C'était pas du tout le cas de la télévision. Hein. La télévision en couleur, je crois qu'elle a été mise en circulation en France à la fin de l'année 68, et 67, pardon, et qu'au printemps 68, il y avait environ 100 000, 150 000 postes équipés pour la couleur. Donc, pour l'immense majorité des familles qui avaient la télévision, c'est-à-dire à peine une sur deux, la télévision, c'était du noir et blanc. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu la télévision en couleur très tard. Ça me semblait horrible. Je n'étais pas au point d'ailleurs au début, pas tout à fait au point. Donc là aussi, les archives télévisées, si je puis dire, sont, pour l'immense majorité, des archives en noir et blanc. Prenons les choses non matérielles mais intellectuelles. À l'université, en sciences humaines, personne ne parlait de la couleur. Pas du tout chez les historiens, là où on aurait attendu qu'on en parle. L'histoire du vêtement, qui était de la petite histoire, pour l'histoire universitaire, c'était une histoire sans couleur. Et l'histoire de l'art, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une histoire sans couleur. Quand on faisait des projections, il y avait des projecteurs de diapositives, c'était des diapositives en noir et blanc. Et le projecteur implosait une fois sur deux, naturellement, pendant le cours. Au fond, je suis un double escroc, parce que je vous parle de mai 68 n'ayant pas été acteur, et je n'ai pas été acteur, mais j'ai beaucoup profité de mai 68, parce que les sujets qui m'ont intéressé ensuite, comme étudiant puis jeune chercheur,
était impensable à l'université avant mai 68. S'intéresser à l'histoire des couleurs et à l'histoire des animaux, d'une futilité absolument incroyable. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de difficultés, même à l'école des Chartes, pour imposer un sujet de thèse sur le bestiaire héraldique médiéval. Ça semblait grotesque. Et puis, mai 68, pas d'un coup, mais par strates successives, a changé l'université, a ouvert les disciplines, invité à collaborer, des sujets et des objets d'histoire nouveaux sont arrivés, et alors ce à quoi je m'intéressais, qui était un handicap terrible, finalement, pas tout de suite, mais au bout de quelques années, un Pastoureau qui s'intéresse à ces choses assez curieuses, l'histoire des animaux, l'histoire des couleurs, ce qui était un handicap a fini par devenir un avantage. Pas dans les années qui ont suivi mai 68, mais vers la fin des années 70. Il y a eu un moment un peu dur, hein, avant et après 68. On avait l'idée qu'un étudiant ou un jeune chercheur devait souffrir dans sa recherche et avait des devoirs envers la communauté scientifique et même la société en général. Donc l'idée d'éprouver du plaisir dans sa recherche, n'était pas du tout dans l'air du temps. Et alors Pastoureau, avec ses couleurs, il avait l'air de jubiler, ça semblait immoral. Hein. On l'a oublié ça, mais c'était ça, hein, l'idéologie avant et après 68. Puis les choses ont changé, et donc ce qui m'intéressait a été mieux reconnu, a trouvé sa place, et j'en ai beaucoup profité. J'étais un professeur d'université très très jeune et placé dans des conditions idéales, donc je suis un immense privilégié, et je le dois donc en partie à cette révolution qui a changé l'université. Donc je suis, comme je le disais, une sorte d'escroc. Les vêtements. Historien des couleurs, je suis un peu devenu historien du vêtement, donc je suis toujours très attentif à ce que l'on peut voir, et dans mes souvenirs, et pour ce qui concerne les formes, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses pour les couleurs, les hommes en mai 68 sont habillés exactement comme aujourd'hui. C'est absolument sidérant. On les rencontrerait dans la rue, ça ne ferait aucun écart. Alors que si on prend les choses 10 ans plus tard, en 1978, et qu'on voit des photos, le vêtement des masculins, féminins aussi, n'a aucun rapport avec celui d'aujourd'hui. Hein. Donc on pourrait croire que l'écart va grandissant au fil du temps. Pas du tout. Il y a des mots, ça fait comme ça. En histoire d'ailleurs, ça fait toujours comme ça. Et donc les jeunes gens du quartier latin, ils sont habillés comme les étudiants d'aujourd'hui. Il y a plus de cravates. C'est même assez frappant. Sur les barricades, hein, on voit des activistes en pleine action, en veste et cravate, presque 1 sur 2 sur les photographies. La cravate n'était pas du tout obligatoire hein, pour les étudiants au lycée Henri IV, à la Sorbonne. Mettaient une cravate ceux qui avaient envie de mettre une cravate, et moi-même j'en mettais certains jours, et d'autres jours je n'en mettais pas. On pouvait venir en veste ou venir en pullover. Pour les jeunes filles, on voit évidemment beaucoup moins de pantalons. Ce n'était pas interdit. J'ai vécu l'interdiction du pantalon quand j'étais collégien et lycéen. On ne disait pas collégien à l'époque, mais lycéen, dans les petites classes. J'étais dans un lycée mixte à Vanves, lycée Michelet, très grand lycée, qui était mixte jusqu'en 3e. Et les filles n'avaient pas le droit de venir en pantalon, sauf les jours de grand froid. Et je me souviens, quand j'étais en classe de 5e, il y avait une sorte d'affaire qui avait fait du bruit, parce que deux jeunes filles, l'une de ma classe et sa sœur plus grande de 3e, étaient venues en pantalon un jour où il faisait vraiment très très froid, dans l'hiver, ça doit être l'hiver 59, mais ça avait fait du scandale parce que ces pantalons étaient rouges. Et alors ça, c'était pas possible dans un lycée de la République de venir en pantalon rouge. Et elles avaient été envoyées en conseil de discipline, les parents d'élèves avaient hurlé, il y avait
J'étais trop jeune pour me rendre compte de tous les enjeux, mais il y avait quelque chose d'assez intéressant quand même dans ce dossier. Finalement, elles ont obtenu gain de cause. La couleur, ça devait être des fuseaux de ski ou quelque chose comme ça. C'était fini en 68, même si majoritairement les filles étaient en jupe et en robe, le pantalon n'était pas interdit. On ne voyait pas beaucoup de jeans, ni pour les filles, ni pour les garçons. Le jean existait, avec déjà, l'œil très acéré des jeunes qui regardaient le bleu du jean, et alors un simple écart de nuances, de mini-nuances, faisait que le jean était à la mode ou il était plouc. Les adultes ne voyaient pas la différence, bien sûr, mais c'était plutôt pour les vacances et pour l'été, ou pour d'autres choses. Moi, je passais toujours mes vacances en Bretagne, sur la côte nord, toujours au même endroit. On était des jeunes du même âge, depuis le baby-boom, quoi. Et on était tous habillés pareil. À la fin des années 50, au début des années 60, il y avait une sorte d'uniforme tacite, c'était des classes moyennes, un jean, donc bleu, indigo, une chemise Oxford bleu ciel, ou une chemise Lacoste blanche, et puis un pull bleu marine. C'était l'uniforme. Tous les jeunes étaient habillés comme ça. Mais il n'y avait ni riches ni pauvres. Les riches et les pauvres devaient s'habiller autrement, je suppose. Donc ce qui me frappe, c'est que les formes des vêtements, d'après les photos de l'époque, ne sont pas très différentes d'aujourd'hui, et probablement les couleurs non plus. J'ai vu il y a 7-8 ans maintenant, à Londres, une exposition sur l'histoire du métro londonien. Et c'était une exposition faite de photos. Et à partir des années 1940, on avait des photos en couleur qui montraient les voyageurs du métro londonien sur les quais, dans les rames, au guichet. On voyait les couleurs de leurs vêtements, exactement les mêmes qu'aujourd'hui. En 1940, 50, 60, 70, 80, contrairement à ce que raconte la mode, nous sommes toujours habillés dans les mêmes couleurs. Il y a quelques écarts parfois, mais ça change très très peu. Donc pour l'historien aussi, c'est intéressant. Les magazines de mode mentent. Le commun des mortels, les gens comme vous et moi, nous nous habillons à peu près toujours pareil. Et alors on voyait sur cette exposition, on voit encore dans la rue du noir, du bleu marine, d'autres bleus, du gris, du beige, un peu de blanc, et puis de temps en temps un vert, un rouge qui fait écart et qui se remarque bien sûr. Et puis c'est tout. Et les prétendues couleurs de saison ou demi-saison, ça ne concerne personne, c'est du discours. Mais personne ne s'habille comme dans les magazines de mode, absolument personne. Et moi je pense donc aux historiens des temps futurs qui s'interrogeront sur comment nous étions habillés en mai 68 ou surtout en mai 2018. Ils auront de leur documentation nos magazines de mode. J'espère qu'ils ne seront pas naïfs au point de croire qu'on était vraiment habillés comme ça en 2018, alors que personne ne s'habille comme ça, personne. C'est important pour moi, historien du Moyen-Âge, parce que j'ai la même chose, le même problème dans les miniatures, dans les vitraux, dans les tapisseries. Je vois de magnifiques vêtements avec de très belles couleurs. Il ne faut pas que je sois naïf au point de croire que les hommes et les femmes de telle et telle époque médiévale étaient vraiment habillés comme ça. Non, c'est l'imaginaire du vêtement, ou l'idéologie du vêtement, ce qui était très intéressant à étudier, mais c'est autre chose. Donc je ne crois pas qu'en mai 68, les couleurs des vêtements étaient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, alors que je sais absolument qu'en mai 1978, ça c'était tout à fait autre chose. Forme et couleur, j'y reviendrai tout à l'heure, mais rappelez-vous pour les hommes, ces cols de chemise absolument insensés, en forme de pelle à tarte gigantesque, ces bas de pantalon, pas de def, mais super pas de def, sur les terrains de sport. Moi je m'intéresse beaucoup au sport parce que ce sont des champs d'observation merveilleux pour l'historien des signes et des couleurs.
ces petits shorts ridicules des sportifs, pas seulement français, des footballeurs par exemple. Aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu faire ça? C'est insensé. Je reviendrai sur les années 70. Alors, dans les manifestations, évidemment, on voyait des couleurs politiques avec des dominantes que vous connaissez bien sûr. J'ai dit que le gris était la couleur de mai 68, il faudrait ajouter le rouge et le noir et le blanc à cause des banderoles, à cause des affiches de mai 68. Certains d'entre vous ont peut-être vu l'exposition à l'école des Beaux-Arts, on en a beaucoup parlé, sont à dominante rouge et blanc. Parfois on voit du noir et blanc, parfois plus rarement du bleu et blanc. Il y a beaucoup de faux, enfin pas des faux, mais des retirages a posteriori. Les originaux datant vraiment de mai et juin 68 sont peu nombreux, malheureusement. Puis on a fait des retirages, et puis il y a des faux commerciaux, mais qui se reconnaissent assez facilement. Donc là, ça fait un peu de documentation en couleur, et ça souligne le caractère prégnant, presque expressionniste de la triade blanc, rouge, noir. Et ça vient de très 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 loin dans la culture occidentale. En tout cas, blanc, rouge, noir, dans les périodes les plus anciennes, ce sont les trois vraies couleurs. Jaune, vert et bleu existent, mais comptent moins sur le plan symbolique. Il faut attendre le Moyen-Âge pour que la culture occidentale passe de trois couleurs dominantes, blanc, rouge, sur le plan symbolique, trois couleurs dominantes, blanc, rouge, noir, à 6 couleurs dominantes, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. Mais elles ont gardé cette force expressionniste, et les régimes totalitaires ne s'y trompent pas. Goebbels et ses affidés, ils ont mis en scène, pour le Troisième Reich, cette triade blanc, rouge, noir à foison. Le drapeau nazi, tout à l'heure, là pour le rappeler, mais la Russie soviétique faisait exactement de même. Pour l'œil occidental, en tout cas, il y a une prégnance de ces trois couleurs quand elles sont ensemble qui est extrêmement, extrêmement forte. On le retrouve d'ailleurs dans les textes. Si vous lisez des contes et des fables, vous verrez que ces trois couleurs occupent un terrain beaucoup plus grand que toutes les autres et forment un système à L3. Dans le petit chaperon rouge, petite fille vêtue de rouge apporte un petit pot de beurre blanc à un loup, une grand-mère vêtue de noir. Dans Blanche-Neige, une jeune fille blanche comme la neige reçoit une pomme empoisonnée rouge d'une méchante femme sorcière belle-mère habillée de noir. Ça circule comme ça. Dans Le Corbeau et le Renard, un oiseau noir lâche un fromage blanc qu'un animal rouge récupère en bas. Il y a cette primauté. Donc on la retrouve dans le monde politique de blanc, rouge, noir et dans les manifestations avec bien sûr le drapeau noir, le drapeau rouge, le drapeau tricolore aussi, dont il faudrait parler. J'ai vu ce qui, du point de vue chromatique, mais aussi politique, est un fait très très important dans les manifestations. Le drapeau rouge de la gauche et de l'extrême gauche débordé sur sa propre gauche par le drapeau noir. D'où des slogans qu'on a vus aussi chez les 68ards pas trop violents, ce slogan ni gourdin ni drapeau noir, pour essayer de contenir la violence. Alors l'histoire du drapeau rouge, elle est bien connue grâce à des travaux de grands historiens, Maurice Domengé, Maurice Agulon, quelques autres. C'est très intéressant l'histoire du drapeau rouge. À l'origine, c'est un drapeau tout à fait pacifique et bienveillant. On le sort au XVIIIe siècle un peu partout en Europe, chaque fois qu'il y a un danger. On agite une étoffe rouge. Et notamment quand il y a un mouvement de foule, les autorités sortent l'étoffe rouge pour prévenir la foule d'être prudente, voire de se disperser. Et ce drapeau pacifique a changé de sens en une journée
la fameuse journée du Champ de Mars, le 17 juillet 1791. Sur le Champ de Mars, il y avait beaucoup de monde. On vient d'arrêter Louis XVI dans sa fuite à Varennes, il est ramené à Paris, et sur le Champ de Mars sont installés des registres qui demandent la démission du roi, et la foule vient signer ces registres. Il y a trop de monde. Le maire de Paris, il fait sortir le drapeau rouge pour inviter la foule à se disperser. Et on ne sait pas pourquoi, la garde nationale a tiré sur la foule. Il y a une 50aine de morts qui sont devenus des martyrs de la Révolution. Et dès le lendemain, le drapeau rouge pacifique est devenu un drapeau insurrectionnel, l'emblème des libertés en marche et des patriotes partisans de la République, de l'abolition de la monarchie. Ça va prendre encore quelques mois. Et il connaît le sort politique que vous connaissez, vous. Drapeau de la Révolution, pour faire simple, de la gauche et de l'extrême gauche, d'abord en France, puis à l'échelle de l'Europe à partir des manifestations des révolutions de 1848, puis à l'échelle internationale, lorsque, en 1920, communistes et socialistes se séparent, les communistes gardent le drapeau rouge, et l'URSS et ses satellites en font un immense usage, et plus tard, donc à l'échelle planétaire, la Chine communiste et ses affidés, le drapeau rouge que vous connaissez, politique. Donc, dans les manifestations de mai 68, on le voit, comme on l'avait déjà vu dans les manifestations de 1848, dès février 48, quand la foule devant l'hôtel de ville le 25 février demande l'abandon du drapeau tricolore pour le drapeau rouge. Lamartine fait son fameux discours qui a sauvé le drapeau tricolore, même s'il a amélioré son discours a posteriori dans la version écrite, mais il a quand même dit à la foule que le drapeau rouge n'avait fait que le tour du Champ de Mars, allusion au 17 juillet 91, et le drapeau tricolore avait fait le tour du monde. Mais donc, ça faisait longtemps qu'on le voyait dans les manifestations portées par la gauche, par l'extrême gauche. C'est au point que quand j'étais adolescent, moi, si on disait qu'on aimait le rouge dans les enquêtes d'opinion, quelle est ta couleur préférée? Moi, c'est le rouge. Tout de suite, on était un communiste. C'était simple comme ça. Aujourd'hui, c'est pareil avec le vert. Vous dites « j'aime le vert », tout de suite, vous êtes catalogué défenseur de l'environnement, écologiste, etc. Les choses sont plus compliquées que ça, mais il y a, ce qui est intéressant du point de vue phénomène historique, confiscation, une sorte de confiscation par une idéologie d'une couleur. Ça n'est plus le rouge aujourd'hui, c'est surtout le vert. Puis après, ça va être autre chose. Donc c'était un peu comme ça. Mais sur sa gauche, le drapeau rouge est débordé par le drapeau noir. Alors faire l'histoire du drapeau noir, ça c'est beaucoup plus compliqué. Oubliez tout ce que vous lisez ici ou là sur le drapeau des pirates. Non, il n'y a pas de drapeau des pirates. Mais il y a l'apparition de ce drapeau noir dont on ne sait pas trop d'où il vient. L'honnêteté scientifique oblige à reconnaître qu'on ne sait pas. Vers le milieu du XIXe siècle, dans ces mouvements qu'on regroupe sous le terme commode d'anarchistes, mais qui sont plus diversifiés que cela. Au printemps 68, on distinguait soigneusement, on l'a oublié ça, les anarchistes et les nihilistes. C'était pas la même chose idéologiquement, mais c'était le même drapeau, mais pas le même logo. Il y a ce fameux A dans le cercle des anarchistes qu'on voyait beaucoup parce qu'ils s'opposaient, c'est la guerre des, on disait pas logo à l'époque, mais des emblèmes, disons, au logo emblème du mouvement d'extrême droite Occident, qui visuellement n'était pas très différent, une croix brochante sur un cercle, mouvement Occident qui avait été créé en 64, je crois, et interdit à la fin de 68. Donc il y avait aussi cette guerre des emblèmes pour lesquels la couleur n'était pas prise en compte, à côté de la guerre des drapeaux.
Et puis dans la contre-révolution, je ne sais pas comment il faut dire, dans la fameux défilé sur les Champs-Élysées c'est quelle date? C'est 30 mai 68, les gaullistes avec le drapeau tricolore mis partout. Là aussi, on pourrait faire l'histoire du drapeau tricolore qui n'est pas si bien connu que cela, hein, notamment quant à ses origines. C'est assez intéressant parce que c'est vrai de presque tous les drapeaux des pays européens ou même des pays non européens ayant accédé récemment à l'indépendance. On ne sait plus très bien qui a choisi, dans quel contexte, pour dire quoi. Et donc des explications a posteriori apparaissent, qui sont aussi des documents. Mais il y a un mystère des origines assez fréquent, et j'ai l'impression que pour garder une force symbolique prégnante, un drapeau, un vrai drapeau, ça doit avoir un mystère des origines. Si on sait tout, ça appauvrit beaucoup la force symbolique du drapeau. Alors le tricolore, oubliez absolument ce que vous avez sans doute appris, en tout cas que moi j'ai appris à l'école primaire. Naturellement, il est fils de la cocarde tricolore, créée dans les jours qui ont suivi la prise de la Bastille le 14 juillet 89. Ce serait soit Lafayette, soit le maire de Paris-Bailly, soit Louis XVI lui-même qui, le 17 juillet 89, devant l'hôtel de ville, aurait créé la cocarde tricolore en associant le blanc couleur du roi et le rouge et bleu couleur de la ville de Paris. Ça ne résiste pas à l'analyse documentaire parce que le blanc n'est la couleur du roi que quand il est chef des armées. Je doute que Louis XVI soit venu à l'hôtel de ville le 17 juillet 1789 en tant que chef des armées, ça aurait été une provocation inouïe. Et surtout, le rouge et le bleu ne sont pas les couleurs de la ville de Paris en 1789. Depuis longtemps, ce sont le rouge et le brun. Tous les documents vont dans ce sens-là. C'est absurde de dire que c'est le blanc de la monarchie et le rouge et bleu de la ville de Paris. Donc il faut chercher ailleurs, et en fait, cet ailleurs, il est dans les années qui précèdent la Révolution française. Le bleu, blanc, rouge est très à la mode, partout en Europe d'ailleurs. Depuis 1983, depuis que les jeunes États-Unis d'Amérique sont devenus indépendants, ils ont un drapeau bleu, blanc, rouge, et tous les partisans du mouvement des libertés et des réformes en marche, les progressistes, portent des cocardes, des rubans, des cravates, des ceintures bleu, blanc, rouge. Dans le vêtement des années 1780, on en voit beaucoup, pas seulement en France, hein. Donc la Révolution française, de ce point de vue-là, elle est fille de la Révolution américaine, ce qu'on sait pour beaucoup d'autres points de vue d'ailleurs. Donc la vraie question, c'est pourquoi le drapeau américain est-il bleu, blanc, rouge? Il est bleu, blanc, rouge parce que ce sont des Britanniques, des colons britanniques insurgés contre la couronne britannique, et le drapeau britannique, il est bleu, blanc, rouge depuis le début du XVIIe siècle, dont les insurgés américains ont gardé les couleurs britanniques, mais changé complètement la géométrie du drapeau. Donc la vraie question, mais je vais être un mauvais français quand je vais vous dire ça, la vraie question c'est depuis quand et pourquoi le drapeau britannique est-il bleu, blanc, rouge? Il l'est depuis le début du XVIIe siècle, quand le roi d'Écosse, Jacques VI, devient aussi roi d'Angleterre. On fusionne la bannière d'Écosse, qui est bleue et blanche, et la bannière d'Angleterre, qui est rouge et blanche. On crée le drapeau britannique Union Jack, bleu, blanc, rouge, qui donne naissance au drapeau américain, lequel donne naissance à la cocarde tricolore, puis au drapeau tricolore. D'abord pavillon maritime, 1794, et puis drapeau national, entre guillemets, 1812, sous l'Empire, et menacé plusieurs fois par le drapeau rouge, éventuellement par le drapeau blanc entre 1871 et 1875. Mais les origines, donc, sont quand même un peu flottantes de notre drapeau tricolore. Alors, on l'a vu, non pas sur les barricades, où il y avait du rouge et du noir, mais dans les contre-mouvements, si je puis dire. Peut-être faudrait trouver un autre mot. Dans les manifestations, on voyait aussi beaucoup le bleu marine
de la police, et puis leur équipement un peu ridicule avec ces casques qui protégeaient absolument rien. Le bleu marine des uniformes, c'est aussi un fait vestimentaire et chromatique très intéressant. Hein. Au XIXe siècle, presque tous les uniformes représentant une certaine autorité ou les fonctionnaires sont noirs. Et entre 1860 et 1930, partout en Europe, on voit le noir devenir bleu marine, marin, militaire de différents types, douanier, postier, sportif, ecclésiastique même. On passe du noir au bleu marine, le bleu marine étant une sorte de noir qui n'ose pas dire son nom, mais un noir plus doux que le vrai noir en quelque sorte. Donc la police est en bleu marine. Et puis ce bleu marine d'ailleurs dans certains pays, parfois dans les années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, a tendance à s'éclaircir et n'être plus tout à fait marine. Pour des représentants de l'autorité, c'est une perte d'autorité hein, que d'éclaircir la couleur de l'uniforme. Sur les terrains de sport, quand les arbitres ont cessé de s'habiller en noir pour des raisons télévisuelles, ils ont complètement perdu leur autorité. Hein. Qui respecte sur un terrain de football ou de rugby les décisions d'un homme en noir qui n'est plus habillé en noir, mais en rose ou en jaune, ça devient difficile. Le jaune, d'ailleurs, qui, pas visuellement, mais dans les slogans, était présent en mai 68, et je suis heureux qu'il soit présent dans le fascicule, on dénonçait les syndicats jaunes en mai 68, comme on le faisait à la fin du XIXe siècle. Depuis le Moyen-Âge, le cœur du Moyen-Âge, le jaune c'est la couleur des traîtres, c'est la couleur des trahisons plutôt. C'est à la fois les trompeurs et les trompés. Hein. C'est à la fois les syndicats jaunes qui roulent pour le patronat, sans le dire, et ils sont dénoncés à la fin du XIXe siècle, syndicats jaunes contre syndicats rouges. Mais c'est aussi au théâtre la couleur des maris trompés. Hein. Donc c'est à la fois les trompeurs et les trompés. Ce qui montre que les couleurs symboliquement ont des champs d'action et s'expriment sur les deux versants, en quelque sorte. Ici, celui de la tromperie. Donc on dénonçait d'éventuels syndicats jaunes. Il y a une certaine histoire syndicale qui est assez embrouillée, enfin que vous connaissez peut-être mieux que moi, en mai 68. Si on a parlé de révolution manquée, peut-être que le mouvement syndical il y est pour pas mal de choses. Alors, je conclus quand même, je suis bavard, pardonnez-moi. S'il fallait faire un bilan, éventuellement comparé avec des événements récents, une dimension qui était là, c'est pas un mythe, c'est le côté festif. Il y avait quelque chose de festif dans mai 68. Ça m'était d'autant plus douloureux, moi qui étais en état de chagrin d'amour, je ne pouvais pas faire la fête. Il y avait de la violence, il y avait de la mauvaise foi, il y avait de la grossièreté, de la provocation. Je dirais, je ne sais pas si le mot est bien choisi, il n'y avait pas de vulgarité. Peut-être c'est par rapport à mes systèmes de valeurs à moi, mais il y a quelque chose qu'on a vu ensuite qui n'était pas là. De même, la dimension revendication sexuelle, liberté sexuelle, etc., je ne l'ai pas vu, pas entendu en mai. C'est plus tard. On projette sur mai 68 des choses de 69 ou du début des années 70. Et je peux vous assurer que, contrairement à ce qu'on a souvent écrit, les garçons revendiquaient l'autorisation d'aller dans les internats de filles librement. Les filles n'y tenaient pas du tout, mais alors pas du tout. Elles voulaient bien la liberté d'aller dans les internats de garçons quand elles voulaient, mais elles ne voulaient pas que les garçons viennent chez elles. Alors, il y a un prolongement à mai 68, du point de vue chromatique, ce sont les couleurs des années 70, et je termine par là. On a vu les choses changer dans les années 70 avec l'idée que la couleur pourrait égayer la vie, changer la vie par la couleur, surtout en ville. Et alors on a vu apparaître dans la vie quotidienne, les plus anciens s'en souviennent,
des couleurs qu'on ne voyait jamais, et qui étaient censées nous rendre heureux. C'est assez naïf comme idée, mais enfin... alors, l'oranger, notamment, c'est l'époque de la carte orange, des trains corail, plus gais que les trains gris, des cuisines orangées, vert pomme et marron, de tous ces quartiers où des urbanistes et des architectes croyant bien faire pour redonner vie à un quartier très très défavorisé et tout gris sale, mettre des grands aplats de couleurs vives. C'est amusant 3 jours et au bout de 3 semaines, les habitants du quartier signent des pétitions pour qu'on remette, sinon du gris, en tout cas du blanc et des couleurs neutres, parce que c'est insupportable. C'est Beaubourg aussi, Beaubourg à ses débuts avec ses couleurs ultra-violentes qui suscitent pas mal de pétitions, notamment côté rue Beaubourg, un bleu mais abominable. Donc, un discours assez différent et des pratiques assez différentes dans les années 70. Et si on fait un bilan de l'histoire des couleurs dans la vie quotidienne au XXe siècle, les années 70 représentent un écart énorme par rapport à ce qu'il y a eu avant et par rapport à ce qu'il y a eu après. Avant, il y a une évolution lente, hein, beaucoup plus lente qu'on le dit, mais il y a quand même un peu d'évolution, mais ça ne fait pas le grand écart. Les années 70, c'est vraiment une parenthèse. Hein. Je parlais des formes des vêtements, mais il faudrait parler aussi des couleurs des vêtements. Moi-même, j'ai dû porter des couleurs que je n'ai jamais portées avant, ni jamais après. Je me souviens avoir eu un pull en Shetland d'un jaune pétant, un jaune vif, que je n'ai jamais reporté par la suite. C'est vrai que j'ai pris pas mal de poids. Et ça, c'est la conséquence, au fond, de mai 68 et de cette volonté d'être plus gai, d'être plus heureux, par la couleur. C'est un peu naïf, bien sûr, et ça repose sur cette idée, alors contre laquelle je me bats, moi, en tant qu'historien, l'idée que les couleurs sombres, les couleurs ternes, ce ne sont pas des couleurs. On voit ça dans le discours de la mode, par exemple. Cet été, vivez le retour des couleurs, comme si elles étaient parties pendant l'hiver. Il faut comprendre les couleurs vives, les couleurs claires, censées nous égayer. Tout est un problème d'écart. Hein. Dans une société où il n'y a que des couleurs vives, les couleurs ternes prennent un intérêt extraordinaire. Et dans les sociétés où il n'y a que des couleurs sombres, le clair devient une vertu. C'est toujours comme ça, bien sûr. Voilà. Donc, je crois qu'il faut aussi parler, dans le prolongement de mai 68, quant aux couleurs, de celles des années 70. Voilà, je suis très bavard, pardonnez-moi. Merci de votre accueil dans cette bibliothèque. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont à votre disposition sur la table juste à la sortie. J'en profite pour nous dire que, pour vous annoncer les prochains cafés Histoire, on se retrouve après-demain, pour celles et ceux qui auraient envie, sur un thème totalement différent qui sera tout à fait intéressant à mon sens. Ce sera sur l'histoire du complotisme. Dieu sait si c'est tendance en ce moment. Ensuite, le mardi 29 mai, il y aura à la fois un café histoire et un café actu, c'est sûr, vers la fin de la France-Afrique, avec un point d'interrogation avec Antoine Glaser. Je n'ai pas précisé que l'histoire complotisme, c'était avec Jérôme Grondeux. Et puis, vous retrouverez Michel Pastoureau, pour celles et ceux qui auraient envie, sur son deuxième thème de prédilection, c'est l'historien face aux animaux, et ce sera le lundi 18 juin, mais cette fois-ci au café Balbuzard. Et pour terminer, un grand merci à la Bibliothèque Buffon de nous avoir accueillis. Grand merci. À bientôt.